Bonjour à tous. Pour ceux qui sont connectés, on va bien sûr attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. J'en profite comme d'habitude pour présenter un petit peu le webinar. C'est un webinar en plus qui me tient à cœur. On va parler de comment conjuguer croissance et rentabilité. Surtout alors pour ceux qui suivent un petit peu le monde de l'investissement et l'investissement en start-up, ce qui s'est passé en 2021. Nous, on considère que c'est une aberration. Et c'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que des entreprises ont été surévaluées alors qu'elles étaient très très loin de la rentabilité. Donc, il y a eu beaucoup de discours, beaucoup de choses qui ont été dites à ce propos. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des acteurs qui investissent aussi dans l'innovation et dans les entreprises en croissance, sans oublier pour autant la partie rentabilité qui, sans elle, il n'y a pas d'entreprise, en tout cas de business pérenne. Donc voilà, petite introduction. On est encore sur le Ramify Well Tour, donc épisode 4. On a eu la chance de hoster plusieurs webinars avec d'autres fonds de private equity. Et aujourd'hui, c'est le tour de Élévation Capital avec Benjamin Cohen et Margot Roussel qui vont présenter leur positionnement, qui est assez unique dans le monde du private equity, et qui vont aussi présenter le fonds qui est managé par Benjamin. Et je vous laisse la parole. Donc, Benjamin et Margot, si vous pouvez dire quelques mots à la fois sur ce que vous faites aujourd'hui chez Élévation Capital et au groupe Interinvest de manière un peu plus large pour Margot, et aussi votre parcours qui intéresse beaucoup nos spectateurs. Ce qui vous a amené là, ce que vous avez fait et comment Élévation Capital a été créé. Super. Je vais être galant et je vais laisser la parole à Margot pour se présenter. Et puis après, je présenterai peut-être plus en détail le groupe et Élévation plus en détail. Et d'abord, Margot. Merci Samy pour cette introduction. Donc pour ma part, j'en profite. Margot Roussel, j'ai rejoint le groupe Interinvest depuis maintenant un petit mois pour remplacer Benjamin Zarouk sur la région Île-de-France. Donc j'aurai à cœur d'être votre interlocutrice pour tous les métiers d'Interinvest, que ce soit effectivement pour la partie capital développement, le PER bancaire, les sujets de propriété ou encore de défiscalisation. Donc, je ferai circulariser notamment ma signature pour que tous les consultants aient bien mes coordonnées. Me concernant, avant d'intégrer Interinvest, j'étais responsable commerciale chez Oradea, donc qui est un assureur dédié aux contrats d'assurance vie et au PER pour des plateformes telles que Primonial, Alphéis, Cyrus et j'en passe. Et avant cela, j'ai également eu une expérience en middle office financier chez UBS pour le montage des FI, des FAS auprès des compagnies luxembourgeoises. Donc voilà pour ma part. Et je suis ravie de participer à ce webinaire pour faire cette rencontre et faire notamment une passe à Benjamin sur un sujet qui nous anime au quotidien. Absolument. Merci beaucoup Margot. Donc moi, Benjamin Cohen, je suis cofondateur d'Élévation Capital Partner, qui est la société de gestion du groupe Interinvest. Le groupe Interinvest, c'est un groupe familial indépendant qui a une bonne trentaine d'années d'existence, qui a été créé en 91, qui conçoit de l'offre de produits financiers à vocation patrimoniale ou de défiscalisation. Donc dans l'offre, on a des produits qui répondent à des besoins de défiscalisation comme la loi Girardin, ce qui a fait le succès du groupe et sa solidité jusqu'à l'heure actuelle. Et puis depuis 2015, il y a une volonté des équipes du groupe de diversifier l'offre produit avec une offre plus patrimoniale, avec déjà la partie private equity que je vais détailler plus après, sous la houlette de Élévation Capital Partners, qui est une société de gestion agréée par l'AMF, donc que j'ai cofondée en 2015. On a une partie offre de produits patrimoniaux en immobilier, en nue propriété, et on a lancé l'année dernière un PER également, qui est un bel outil d'investissement patrimonial pour préparer la retraite. Aujourd'hui, Samy, Margot et moi, on est loin de la retraite, mais voilà, c'est des sujets intéressants d'actualité et sur lesquels le groupe Interinvest travaille ardemment avec des produits innovants. Pour me présenter après un peu plus en détail, donc moi, Benjamin Cohen, ça fait 9 ans donc je co-dirige la société de gestion Élévation Capital et que je suis en charge de ce qu'on appelle la verticale grosse, qu'on va présenter au travers de notre webinaire aujourd'hui.
Auparavant, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années pour des fonds ou des sociétés détenues par des fonds, dans un rôle de conseil stratégique et opérationnel. Donc, je ne suis pas un pur financier à l'origine. J'ai travaillé à Paris, un peu aux États-Unis et 6 ans à Londres, plutôt pour des clients qui étaient des fonds qui allaient du small jusqu'au large cap. Donc, parmi les clients, il y avait des fonds comme Blackstone, Cinven, Carlyle, donc des très gros fonds anglo-saxons. J'ai eu aussi des fonds small mid-cap français, européens. Et donc moi, j'ai un ADN qui est plutôt accompagnement stratégique et opérationnel. Ce qui est d'ailleurs assez partagé dans l'équipe de gestion du fonds Grosse, Élévation Grosse, qu'on va présenter, puisque l'un des autres cofondateurs de la société de gestion, Julien Hugo, lui est entrepreneur. Il avait monté une société de zéro à plusieurs dizaines de millions, qui était dans le paramédical, et puis il est passé de l'autre côté de la barrière, ce qui est assez peu usuel dans le monde du private equity, parce qu'en règle générale, tous nos confrères sont souvent des banquiers d'affaires ou des anciens auditeurs et pas dans le côté investissement. Donc nous, on a un ADN qui est assez orienté vers les entrepreneurs de par nos expériences. Et juste, si tu peux préciser, Benjamin, Oui. Donc conseil stratégique et opérationnel, ce que ça veut dire, c'est que le but, c'est de pouvoir agir d'une manière ou d'une autre opérationnellement sur l'entreprise, soit dans laquelle vous prenez une participation, soit dans ton passé quand tu travailles avec un fonds, c'est-à-dire que tu étais déployé dans l'entreprise pour avoir un effet concret sur les opérations. Absolument. Alors, il peut y avoir 2 cas de figure en tant que conseil stratégie opérationnelle. Il peut y avoir ce qu'on appelle dans le pré-deal. Donc, le pré-deal, c'est qu'on fait des due diligence. Et donc, mes clients, en fait, nous posaient des questions en regardant une société, en disant, voilà, comment orienter le marché, que pensez-vous de la performance opérationnelle de telle ou telle société, comment ça se benchmark par rapport à des concurrents, quelles sont les pistes d'amélioration qu'on peut trouver sur tel ou tel actif. Donc ça, c'est en amont, c'est beaucoup de travail en chambre, quelques itérations avec le management et avec les réseaux qu'on peut mobiliser avant un deal. Et donc ça a représenté une petite moitié de mon activité. Et une autre petite moitié, une grosse moitié de mon activité, c'est ce qu'on appelle le post-deal, donc qui est beaucoup plus les mains dans le cambouis, entre guillemets, qui en gros, une fois que le fonds a fait l'acquisition ou a investi dans une société, comment on fait pour mettre en place opérationnellement de la croissance du chiffre d'affaires, de la croissance de l'EBITDA, des pistes d'amélioration opérationnelle. Et donc, dans ce cadre-là, moi, j'ai eu la chance de travailler soit sur des sujets compliqués comme du restructuring, donc des sociétés qui n'allaient pas bien et sur lesquelles il fallait prendre très rapidement des décisions pour faire en sorte qu'elles survivent. Alors, ça m'est moins utile aujourd'hui dans ma vie parce que je suis plus un investisseur de croissance, mais je pense que c'est un bon apprentissage quand on a été investisseur d'être confronté à des situations compliquées. Et je pense que le fait d'être confronté à des situations compliquées explique aussi en partie la genèse de notre thèse d'investissement de cibler de la croissance rentable, parce que c'est comme tu l'as dit, c'est ce qui permet d'assurer la pérennité des investissements, de rechercher la rentabilité. Et j'ai été aussi confronté à des sujets de croissance, donc que ce soit de la croissance externe, donc d'acquérir, d'intégrer d'autres sociétés, ou d'améliorer la façon dont on fixe les prix, d'améliorer la façon dont on a un go-to-market auprès des clients, d'améliorer l'articulation marketing, la collaboration entre les différentes équipes. Donc le rôle de conseil en stratégie et opération, il est assez vaste. C'est un peu un rôle d'intrapreneur quand on est en post-deal, et c'est un rôle qui est assez riche. Super, non mais c'est hyper clair. Donc c'est une parfaite transition pour que tu puisses nous parler du positionnement d'Elevation Capital. Super, ouais, merci Samy. Donc Elevation Capital, comme je l'ai mentionné, on a été créé en 2015, on fait partie d'un groupe qui a été créé en 91, mais Elevation Capital Partners, on est une société de gestion. Aujourd'hui, on a 450 millions d'encours sous gestion à fin décembre. On a 16 personnes qui sont dédiées à l'investissement, mais on fait partie d'un groupe qui est beaucoup plus fourni, puisqu'il y a plus de 250 collaborateurs dans le groupe Interinvest. Les 16 personnes dans Elevation sont vraiment dédiées à l'investissement et donc sont purement opérationnelles sur les différentes stratégies qu'on a. On opère 3 grandes verticales. Ce qu'on appelle des verticales, nous, c'est des stratégies. On a de l'investissement direct qui représente à peu près
3/4, 80% de nos encours qui sont soit de l'investissement en direct, donc en direct dans des sociétés généralistes, soit de l'investissement direct thématique, puisque dans les thématiques, on va investir dans des sociétés qui exploitent ou valorisent des actifs immobiliers. On a des sociétés on vient financer aussi des sociétés qui opèrent dans le monde du food and beverage au sens large. Donc ça, c'est notre partie généraliste qui est la partie originelle. Il y a un peu plus d'1 an, on a lancé une partie d'investissement, ce qu'on va dire indirect, de fonds, qui représente 20% de notre encours, dans lequel on a constitué une équipe très experte du secteur et qui vient investir dans une allocation de fonds primaires et secondaires et donne donc accès à des investisseurs privés, à une classe d'actifs qui sont des fonds institutionnels. Et on va lancer cette année une dernière verticale qui s'appelle Actifs réels, sur lequel on va investir dans des immeubles et dans de l'actif réel. On en parlera un peu plus, on a eu l'agrément de l'AMF et on va lancer un produit dans les semaines à venir dont on sera ravi de vous parler. En termes d'investissement, au global, la société de gestion a pris, en termes de direct, plus de 130 participations, toutes thématiques confondues, donc investissement généraliste ou investissement thématique. Sur la partie grosse, qui est le sujet d'aujourd'hui, qui cible donc des sociétés en croissance, avec un ancrage français, mais surtout qui sont rentables et innovantes. On a réussi à matérialiser un multiple de 4,7 fois. Donc ça, c'est un multiple cash on cash, c'est ce qu'on a rendu à nos investisseurs, donc pour 1 euro d'investi sur les sociétés qu'on a sorties, et j'en parlerai plus en détail après, on a rendu près de 5 fois. Et juste peut-être en termes de comparaison, à quoi est-ce que tu comparais par exemple pour un fonds LBO moyen de très très grosse taille, c'est quoi les multiples attendus? Si tu prenais une moyenne ni trop haute ni trop basse, comme ça on a une idée des différences. Alors, c'est toujours compliqué de comparer. Alors, je vais répondre à ta question, Samy, mais c'est toujours compliqué parce que il y a 2 indicateurs qui permettent de mesurer la performance d'un fonds. Il y a le TRI, le taux de rendement annuel, et le multiple. Le multiple ne prend pas nécessairement en compte le temps. Donc, quand on prend notre multiple de 4,7 fois, on parle d'un TRI de 73,3%. Quand on prend un fonds LBO, typiquement, il va appeler au cours de sa vie les fonds, il va faire des capital calls de manière séquencée. Et dans le séquençage, il va pouvoir optimiser son TRI. Mais en multiple, en général, sur un fonds, sur des fonds LBO, si on est entre 2 et 2,5 fois, c'est à peu près, je vais pas dire la norme du marché. Il y en a qui font moins bien, il y en a qui font mieux. Mais voilà, typiquement, on va être dans ces eaux-là. Super, hyper clair. Et là aussi, l'autre point qui est important, c'est on parle de TRI brut, donc de TRI portefeuille. Il faut pas confondre un TRI d'un fonds et d'un TRI des investissements. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation d'Elevation Capital Partners. La façon dont on a souhaité structurer le webinaire aujourd'hui avec Samy, c'est de vous présenter 2 choses. La première, c'est de prendre un peu de hauteur. Et comme l'a dit Samy, on sort d'un contexte, en fait, les années 2017 à mi-2022, qui était un contexte un peu d'euphorie et un peu déconnecté de la réalité et des fondamentaux financiers. Et depuis mi-2022, on a un mot qui revient dans le discours des venture capitalistes ou investisseurs en capital croissance ou investisseurs en capital développement, qui est le mot de rentabilité. Et ce mot-là, c'est pas un gros mot, nous on le pratique depuis 9 ans, on est convaincu de sa pertinence depuis 9 ans. Et donc ce qu'on se disait, c'est que ce serait intéressant de montrer, d'avoir un éclairage un peu sur comment on arrive à conjuguer la croissance et la rentabilité en reprenant un peu des définitions qui peuvent paraître basiques, mais de remettre un peu l'église au milieu du village. Et dans un deuxième temps, on vous présentera le fonds FPC Elevation Growth, qui est un fonds qui est ouvert à la souscription, qui est un fonds réservé à des investisseurs avertis et qui suit la stratégie qu'on opère depuis 9 ans maintenant et qui est en phase de collecte et qui a déjà investi et qui est en phase d'investissement.
Donc, si je prends la première partie, la stratégie grosse, conjuguée croissance et rentabilité, je vais reprendre un peu des définitions basiques. Mais dans le monde de ce qu'on appelle les fonds primaires, donc les fonds qui injectent de l'argent dans des sociétés, on va avoir 3 grandes familles. Le venture, ce qu'on appelle le capital risque, qui vient aider à l'amorçage et la création d'entreprises. Le growth, le capital développement, qui va aider à accélérer le potentiel de croissance des entreprises. Et le LBO, qui est ce qu'on appelle la transmission, qui accompagne la liquidité des actionnaires. Typiquement, quand on regarde le venture, les investisseurs, ils vont avant tout parier sur une équipe qui est, selon les phases de maturité d'entreprise, plus ou moins resserrée, sur un potentiel de marché, sur une idée, voire une idée qui a été développée et qui a commencé à rencontrer un peu son marché, mais on reste dans un stade de développement qui a peu de recul et peu de métriques financières. Donc on va la plupart du temps être en dessous de la ligne de flottaison verte, qui est la ligne de rentabilité. Après, vous allez avoir la partie grosse, où alors en grosse, on a un peu de tout. On a du gros minoritaire, donc des fonds qui investissent mais qui restent minoritaires au capital. On a du gros majoritaire, des fonds qui investissent et qui prennent le contrôle de sociétés. Mais typiquement, quand on va regarder des sujets grosses, ça va être des sujets où les équipes ont commencé à se structurer. Ça ne veut pas dire qu'elles ont une taille pléthorique, mais elles ont commencé à se structurer, les équipes des entreprises qui sont financées. Elles ont atteint un niveau de maturité d'activité éprouvé. Donc, elles ont rencontré leur marché, elles ont matérialisé plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour autant, elles ont encore un potentiel de développement. Donc, selon où on se situe au niveau de la courbe, quand on se situe sur du jeune capital développement, on va avoir toute la côte encore à grimper en termes de potentiel de croissance. Quand on arrive sur du capital développement relativement mature, on va arriver sur des potentiels de croissance qui sont un peu plus restreints. Et si tu devais donner, excuse-moi de te couper, si tu devais donner juste un chiffre moyen de croissance par catégorie, c'est quoi la limite en dessous de laquelle on n'est plus considéré comme éligible aux ventures, aux grosses, même si je sais que ça dépend des cas. Mais grosso modo, vous, les entreprises que vous regardez, c'est quoi la limite? Ça dépend beaucoup des cas. Parce que quand tu prends le pourcentage de croissance d'une entreprise, si je prends du venture, et en caricaturant, si je faisais 10 000 euros de chiffre d'affaires et que je vais faire x10 en chiffre d'affaires, je reste à 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est très peu. Pourtant, en pourcentage, c'est exceptionnel. Quand je suis une société qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et que l'année suivante, j'arrive à en faire 15, c'est 50% de croissance, c'est très bien. Ça reste en pourcentage inférieur. Donc, les marches à gravir, elles deviennent de plus en plus dures plus on monte dans la chaîne. Nous, pour répondre à ta question, le minimum de croissance qu'on va cibler, c'est 25% de croissance moyenne par an sur les 3 derniers exercices. Okay. Donc, ça peut paraître inférieur à certains critères sur du venture capital. C'est supérieur à des critères sur du LBO. Mais typiquement, sur le gros, on va avoir une partie minoritaire et une partie majoritaire. On va avoir aussi du gros capital qui est rentable ou du gros capital qui n'est pas rentable. Donc, dans le gros, je ne dis pas que c'est une salade mêlée où on a un peu de tout, mais dans les faits, on va avoir, parce que c'est une phase de transition entre le venture où on n'a pas de rentabilité, on a un gros potentiel de croissance, et le LBO où on a de la rentabilité intrinsèque, mais on a des pistes de croissance qui sont sans doute plus dures à aller chercher. On va avoir une variété dans le gros qui est assez pertinente. Pour finir le panorama, après on a le LBO. Donc le LBO, c'est avant tout pour organiser la liquidité d'actionnaires soit familiaux, opérationnels, soit financiers. Là, on va avoir des sociétés qui ont une rentabilité éprouvée, parce que par nature, cette rentabilité permet un montage avec un effet de levier de dette bancaire ou de dette privée. On va avoir donc des sociétés qui sont établies, où il y a une grande lisibilité et prévisibilité de l'activité. Et le levier de création de valeur pour le LBO, ça va être la rentabilité et comment on fait en sorte que cette rentabilité augmente. Le levier de création de valeur pour le venture et pour le gros, dans une certaine mesure, ça va être la croissance du chiffre d'affaires. Et donc, quand on pose ce panorama, on se rend compte que conjuguer croissance et rentabilité, c'est essayer d'aller combiner le meilleur des deux mondes. Le monde du venture, parce qu'on va avoir de la croissance, et de la croissance qui peut être explosive,
Je parlais de 25% de croissance comme critère minimum. Quand on regarde notre portefeuille, on est plutôt aux alentours de 48% de croissance moyenne par an. Donc, on a un portefeuille qui est dynamique et qui arrive à délivrer de la croissance. Et donc, on va essayer de combiner le meilleur du venture avec le potentiel de croissance et d'une certaine manière une capacité à générer du profit qui est un attrait des fonds de LBO. Donc ça, c'est pour poser un peu un panorama basique, mais je pense qu'il est important pour cadrer le débat. Après, si on prend les deux termes, donc comment on va définir la croissance, comment on va définir la rentabilité. Alors la croissance, de manière très simple, c'est l'augmentation de l'activité, donc le chiffre d'affaires, le volume d'affaires, pour une société sur une période donnée. Le sur une période donnée est très important parce que selon qui on est, si on est un venture capitaliste ou un fonds de LBO ou un fonds de growth, on va avoir une période donnée qui est différente. Typiquement, un venture capitaliste, il peut regarder de la croissance mensuelle. Au mois le mois, comment mon chiffre d'affaires, mon nombre de clients a évolué, et ça peut être des indicateurs qui sont pertinents. Un fonds de LBO, il va regarder plutôt à minima par année, voire sur du pluriannuel. Et un fonds de growth, il va être typiquement un peu entre les deux. On peut regarder au trimestre, à l'année. Nous, on va regarder beaucoup à l'année. Mais donc, c'est la notion de période donnée importante. Après, il y a des biais d'analyse qui sont très emblématiques dans le monde du venture. C'est qu'on parle beaucoup de la notion de run rate. Le run rate, c'est quand je prends un mois et j'annualise ma performance sur un mois. Typiquement, ça peut amener des biais d'interprétation dans les analyses qu'on peut avoir. Si j'ai été rentable sur un mois et que j'analyse cette rentabilité, ça ne veut pas dire que je suis structurellement rentable. Des effets de figure. Ou si j'étais en croissance sur un mois et que j'analyse cette croissance, peut y avoir des effets de bord sur cette analyse. Et par rapport à ça, quand tu dis rentabilité, parce que rentabilité, on peut aussi jouer autour de ce terme-là entre retraité, non retraité, mais une entreprise qui est en croissance, donc qui investit beaucoup dans sa croissance, est-ce que vous prenez en compte ce budget croissance dans le calcul de la rentabilité ou vous prenez en compte la rentabilité intrinsèque d'un business? Alors, c'est une excellente question. Nous, on peut prendre la rentabilité intrinsèque du business. Nous, quand on investit, toutes les sociétés dans lesquelles on a investi, on a fait une trentaine d'investissements à date. Toutes étaient rentables d'un point de vue comptable. Donc, on prend le compte de résultat. Il est positif. Et d'un point de vue exploitation, il génère du résultat ou à minima, il est à l'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on lève des fonds, on ne s'autorise pas pendant 1 an, 2 ans à creuser un peu la rentabilité et à dépenser ce budget de croissance dont tu parles. Mais on est très attaché au bon sens paysan, au sens de l'argent et au fait de se dire que une entreprise, comme tu l'as dit, in fine, on est dans un monde qui est capitaliste et une entreprise, c'est fait pour générer du profit. Et si une entreprise n'a pas été en capacité de générer du profit, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise entreprise ou ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas réussir, mais en tout cas, elle ne correspond pas à notre stratégie. Nous, notre stratégie, on va financer les sociétés qui ont su rencontrer leur marché, ont su, avec les moyens dont ils disposaient, faire en sorte de matérialiser un certain volume d'affaires, un certain chiffre d'affaires, et faire en sorte que ce qu'ils vendaient leur permettait d'être rentable. Donc, mais la notion de rentabilité, je vais y venir, en effet, elle est très complexe. On peut l'analyser par différentes manières. Si je reviens à la notion de croissance, donc la croissance, on l'a définie. Après, on a différents moyens d'arriver à cette croissance, mais on a surtout plusieurs leviers. On a un levier volume, typiquement à vendre plus de produits, acquérir plus de clients. On va avoir un levier valeur, c'est vendre différemment, en augmentant les prix, en packageant des offres qui permet d'avoir une valeur différente, une marge différente sur les produits qui sont vendus. Des leviers d'innovation, donc rajouter des fonctionnalités sur un produit, innover, proposer des nouveautés sur un produit, voire proposer de nouveaux produits. On va avoir des leviers de croissance qui sont pas nécessairement endogènes à l'activité, qui sont aller chercher de nouvelles géographies, donc se développer à l'international ou des nouveaux canaux de distribution. Ce qui est important quand on regarde les différents leviers, c'est de comprendre les implications qu'elles peuvent avoir d'un point de vue rentabilité. Parce que typiquement, un levier de volume, si je ne raisonne sur un pur levier de volume,
je vais avoir du mal à jauger ma rentabilité. Ou si je raisonne sur un pur levier de croissance sur des canaux de distribution, je vais avoir tendance potentiellement à avoir des biais sur la marge que tel ou tel canal de distribution peut me générer. Et donc, c'est très important quand on regarde les leviers de croissance de toujours avoir en tête quelles sont les implications en termes de moyens à déployer, enveloppe capitalistique à allouer et rentabilité intrinsèque de ces leviers. Et après, comme je l'ai dit, il y a différents moyens d'assurer cette croissance. Il y a la croissance organique, donc qui est sur les forces existantes de la société, ou la croissance externe qui est du build-up, donc racheter un concurrent. Et typiquement, la croissance externe peut cocher la case de tous les leviers que j'ai illustrés. On peut acquérir un concurrent dans une autre géographie, qui a d'autres canaux de distribution, qui va nous apporter de l'innovation, qui va nous apporter plus de clients sur lesquels on va faire du cross-sell. Mais voilà, quand on regarde la définition de croissance, elle est très simple intrinsèquement, c'est l'augmentation de l'activité. Mais quand on la décompose en différents leviers et en différents moyens pour l'avoir, on va commencer à avoir une finesse d'analyse qui est plus complexe et qui fait la richesse du métier d'investisseur. La notion de rentabilité, elle est assez complexe et tu l'as très bien dit, on peut avoir des retraitements. Donc, ce qu'on a essayé de présenter là sur cette page, c'est une décomposition très très schématique. Alors, je m'excuse auprès des docteurs en finance, mais très schématique sur ce que c'est un compte de résultat et quelques indicateurs de cash flow, de tableau de trésorerie. Quand on regarde une entreprise, on a une multiplicité d'indicateurs. On ne va pas juste regarder nécessairement les marges. On peut avoir d'autres indicateurs comme le retour sur capital employé, le return on equity. On peut avoir une ribambelle d'indicateurs de la rentabilité. Mais là, on a essayé de simplifier un peu le discours pour essayer de recadrer par rapport aux différents stades de développement de l'investissement, le venture, le growth, le LBO. Donc, si je prends de gauche à droite, on a représenté schématiquement ce que c'est un compte de résultat. Donc, un compte de résultat, c'est un chiffre d'affaires. On peut avoir d'autres produits. Dans ces autres produits, typiquement, on peut avoir des subventions. On peut avoir ce qu'on appelle de la production immobilisée. Donc, quand on considère que certains de nos salaires, c'est de l'investissement et qu'on les traite comme tels, on va avoir une écriture comptable qui nous permet d'augmenter nos produits d'exploitation. Après, on va avoir des coûts directs. Ces coûts directs, c'est typiquement c'est soit ce qu'on appelle les COGS, soit des dépenses d'acquisition. C'est ce qui fait l'équation unitaire d'un produit. Si je vends un produit, combien il m'a coûté en prix de revient, combien ça m'a coûté d'acquérir un client et à combien je vais marger en le vendant. Donc ça, c'est la marge contributive. Derrière ça, on va avoir des coûts indirects qui sont des coûts de structure, donc très clairement du staff, des locaux, des frais fixes, ce qui va nous amener à un EBITDA. L'EBITDA, c'est une notion comptable, donc l'excédent brut d'exploitation en français. Mais comme tu l'as dit, c'est très important de voir les retraitements. Très souvent, on voit des EBITDA normatifs. On va dire, mais tel coût, on l'avait pris en compte, mais il était exceptionnel, donc on va le retraiter et puis on va l'enlever de l'EBITDA. On peut avoir des EBITDA run rate. On va prendre un mois, un trimestre en disant, sur ce trimestre, on est rentable. Donc, en fait, est-ce qu'on est vraiment rentable ou pas? Est-ce qu'intrinsèquement, on est rentable? Est-ce que c'est pérenne, ce niveau de rentabilité? Et donc, c'est un indicateur qui est complexe par nature parce qu'il vient agréger différentes composantes économiques d'un compte de résultat sur une période donnée avec de la comptabilité. Typiquement, vous pouvez avoir des notions de reconnaissance du chiffre d'affaires. Si je vends un produit, un abonnement sur 3 ans, est-ce que si je reconnais les 3 ans d'emblée, je biaise pas un peu mon analyse alors que je dois reconnaître qu'une année ou une demi-année si je l'ai vendu à mi-année. Donc typiquement, on peut avoir des gros effets de bord quand on se pose pas des bonnes questions sur un compte de résultat. Pour descendre jusqu'au compte de résultat, après, on va avoir tout ce qui est dépréciation et amortisation, donc dotation d'amortissement qui indique le niveau capitalistique, le niveau d'investissement hors compte de résultat que l'entreprise a consenti pour financer sa croissance, ce qui nous amène au résultat d'exploitation. Est-ce que tu pourrais donner des exemples, par exemple, pour mettre une image sur cette partie amortisation? C'est quoi, par exemple, un projet typique qui est amorti par une entreprise pour passer de l'EBITDA à l'EBIT?
Alors, tu peux avoir, je vais prendre 2 exemples. Je vais prendre un exemple dans l'industrie. Dans l'industrie, typiquement, quand on construit une usine, on va pas la considérer comme une charge parce que c'est un actif. On va la mettre au bilan et donc on va l'amortir sur 5 ans, 7 ans. Et donc chaque année, on va prendre une portion du coût qui a été décaissé sur une période initiale et on va l'amortir sur toute la durée de vie de cet actif, la durée de vie comptable de cet actif. Et donc ce DNA, cet amortissement, il va venir prendre en compte l'effort d'investissement qui a été fait à un moment donné et il va le lisser dans le temps. Donc ça, c'est sur une usine. Je parlais tout à l'heure dans les autres produits de la production immobilisée, qui est une coutume assez pratiquée dans tout ce qui est société tech, société de logiciels, où on va considérer qu'une partie des salaires en R&D, en tech, on va les considérer comme un investissement parce qu'on va dépenser du salaire pour développer un logiciel ou développer un outil technologique. Et donc ça, très souvent, on va l'amortir aussi sur 3 ans, sur 5 ans. Et donc on peut avoir d'un côté, dans la partie autres produits, une composante qui est de la production immobilisée, donc de l'investissement. Et si on l'amortit sur 3 ans, on va avoir cet investissement divisé par 3 sur les 3 prochaines années. Donc ce qu'on investit, de toute façon, au compte de résultat, on va s'y retrouver à un moment donné, on va devoir l'amortir et on va devoir le financer d'un produit d'exploitation. Et donc, le pont de l'EBITDA à l'EBIT prend en compte cet effort d'investissement. Et après, au-delà de la zone en pointillé, alors on aurait pu se faire plaisir et descendre tout le tableau de flux de trésorerie, mais on va avoir 2 indicateurs qui sont assez importants, c'est la capacité d'autofinancement. Donc aujourd'hui, j'ai mon compte de résultat, ma capacité d'autofinancement, elle va prendre en compte aussi la façon dont je suis payé ou la façon dont je paye mes clients et mes fournisseurs. La façon dont je suis payé par un client et la façon dont je paye mes fournisseurs. Et donc, typiquement, la capacité d'autofinancement, c'est un très bon indicateur pour voir si une société est autofinancée et pérenne et n'a pas besoin de ressources externes, financement bancaire, financement en equity, financement en dette privée, pour continuer à opérer. Et ça, c'est un très bon indicateur. Et après, on va avoir ce qu'on appelle le free cash flow, donc les flux de trésorerie disponibles qui prennent en compte la partie investissement, la partie variation de BFR, capacité d'autofinancement, la façon dont je suis payé par mes clients et la façon dont je paye mes fournisseurs. Je vais regarder, je vais défalquer de ça ma partie investissement et je vais avoir ce qu'on appelle le free cash flow, les flux de capitaux disponibles, les flux de trésorerie disponibles. Donc quand on regarde ce panorama qui est un peu technique, on va se rendre compte que typiquement le venture, parce qu'il privilégie la croissance, très souvent, les analyses vont s'arrêter au niveau de la marge contributive. On va avoir l'analyse d'une équation unitaire d'un projet, d'un produit, et on va se dire, est-ce que la lifetime value sur le coût d'acquisition, est-ce que j'arrive à l'amortir? Ça ne veut pas dire que je suis en capacité de financer mes coûts indirects qui sont en dessous. Mais en tout cas, c'est un indicateur qui est pris en compte par le venture. Ouais, là, tu es sympa avec certains fonds de venture parce que des fois, ils s'arrêtent même avant et ils se disent qu'avec le volume, ça le fera, mais il faudra attendre quelques années. Mais oui, dans l'esprit, ça devrait s'arrêter là. J'ai beaucoup d'estime pour tous mes collègues et je trouve qu'on fait un très beau métier. Mais en effet, très souvent, l'analyse, elle reste à un niveau un peu trop élevé pour juger de la pérennité d'une entreprise. Pareil, les EBITDA, nous, on va avoir une notion très rigoriste. Quand on regarde un EBITDA, on va enlever tout ce qui est production immobilisée, on va enlever tout ce qui est subvention. Donc, on va avoir un EBITDA, ce qu'on appelle un EBITDA cash, ce que le venture n'a pas nécessairement. Où ils peuvent regarder un EBITDA comptable qui va prendre en compte certaines écritures comptables qui viennent biaiser l'analyse. Nous, la partie grosse, typiquement, pour juger de la rentabilité, on va plutôt regarder l'EBITDA ou selon les cas de figure, quand c'est très intensif en capital, on va regarder les bits. Comme je l'ai mentionné, le DNA, l'amortissement, va prendre en compte l'intensité d'investissement qui a été faite par une entreprise pour financer son développement. Donc, quand on regarde les bits, c'est aussi un bon indicateur quand il y a des moyens financiers qui doivent être mobilisés. La partie LBO, par nature, alors elle peut, évidemment, la partie grosse, la partie LBO, quand je dis on va regarder les bits ou les EBITDA ou pour le LBO, le free cash flow, ça ne veut pas dire qu'on fait l'impasse sur l'analyse du chiffre d'affaires, l'analyse de la marge brute, l'analyse de la marge contributive. Parce que tous ces éléments viennent construire la rentabilité en bas de ligne. Mais en tout cas, l'un des indicateurs qui va être très discriminant pour un fonds de grosse
ou un fonds de LBO, ça va être des indicateurs plus en bas de ligne que le venture. Et donc, et encore une fois, c'est très schématique ce que je dis, mais il y a une bonne part de vérité. Non, mais ça a le mérite d'être clair. Et peut-être pour ajouter un élément pour être aussi assez fair vis-à-vis de nos collègues du VC, des fois il y a des stratégies où le but c'est de volontairement casser les prix pour dominer un marché, un petit peu comme l'a fait par exemple un Uber ou je prends Uber parce que c'est un exemple qui a plutôt bien marché, mais ça a coûté beaucoup de capital pour entre guillemets subventionner des courses et évangéliser un marché. Et une fois que le marché est évangélisé, on peut se permettre d'augmenter les prix. Et c'est un petit peu aussi ce qu'ont essayé à faire certains fonds et certaines entreprises avec la livraison rapide en 10 minutes. Oui. Où la vision, c'était de dire, bon, bah voilà, le monde va changer, tout le monde va passer par ces plateformes-là, donc on peut se permettre de perdre de l'argent aujourd'hui parce que demain, on va dominer le marché. Bon, bah, y a des cas où ça marche et des cas où ça ne marche pas. Là, pour le coup, ça n'a vraiment pas marché. Absolument. Et quand on regarde les capitaux qui ont été mobilisés par Uber, on se rend compte qu'il faut avoir des reins solides et des bons financeurs pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une stratégie winner takes it all. On va mettre Uber, c'est rentré, c'est un mot commun et voilà, c'est rentré dans le marché. Sur la partie LBO, pour finir cette page, on va se rendre compte qu'il y a un indicateur qui est pris en compte, c'est ce qui est free cash flow, la free cash flow margin, qui en gros permet de montrer ce que, d'un point de vue exploitation et d'un point de vue gestion du besoin en fonds de roulement et gestion des besoins en investissement, la société est en capacité de générer en trésorerie avant de se financer. Et typiquement, ça, c'est un indicateur qui est clé dans un montage LBO, parce qu'un montage LBO, il est avant tout basé, sa création de valeur, elle est entre autres basée, mais principalement basée sur le remboursement de la dette d'acquisition. Et donc, un des indicateurs qui est clé, c'est le free cash flow. Et puis, au fur et à mesure, depuis 2 ans, on a vu des indicateurs naître qui sont des indicateurs très intéressants. Typiquement, moi, je regarde beaucoup des sujets tech ou logiciels. Et il y a un indicateur qui s'appelle la Rule of 40. Et la Rule of 40, en fait, elle vient combiner des indicateurs de croissance et de rentabilité. Elle va prendre la croissance du chiffre d'affaires, du revenu annuel récurrent, plus la rentabilité en EBITDA ou en free cash flow. On additionne les deux. Si on est au-dessus de 40, Rule of 40 en anglais, si on est au-dessus de 40, c'est que on est très efficace. Donc, on peut croître beaucoup et dépenser et être en perte. Mais si on croît tellement, on peut arriver à se l'expliquer. Ou si on est en dessous de 40, en fait, il y a quelque chose qui est un peu grippé dans la machine. Donc, je pense que l'émergence de ce type d'indicateur, il est intéressant parce qu'il montre aussi que le marché, à un moment donné où en fait la rentabilité était sauvagement sacrifiée sur l'autel de l'hypercroissance, le marché en fait c'est un peu retourné. On le voit sur des volumes d'investissement qui sont déployés, sur des licornes qui n'en sont plus nécessairement. Mais donc ces indicateurs, ils sont très pertinents parce qu'ils viennent mesurer un peu l'efficience capitalistique de la croissance. Alors, j'ai été très théorique et je vais vous prendre un cas de figure qui est une société qu'on avait financée. Donc c'était une société qui était dans le monde du digital média, qui était une société basée en France. De par son activité, elle arrivait à rayonner globalement parce qu'elle avait des partenariats déjà aux États-Unis, en Europe. La France représentait un tiers de son chiffre d'affaires. Et elle avait une activité où elle venait distribuer du contenu, donc à faible marge. Et donc, quand on a rencontré cette société, elle avait un peu moins de 10 ans d'existence. Elle avait elle était partie avec 10 000 euros de capital social. Elle avait un BFR négatif, donc elle était payée par ses clients avant de payer ses fournisseurs. Donc, elle avait réussi à se financer sans dette bancaire, sans apport en equity, pour atteindre 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis à ce moment-là, le dirigeant s'est dit, je vais remonter la chaîne de valeur et je distribue des contenus, mais je vais essayer aussi de les produire, parce que ça a de plus forte marge. Donc, dans ce cadre-là, il nous a contactés, on a eu un process compétitif et on a investi 2 millions. C'est une société qui était structurellement rentable, qui l'a toujours été. On a investi, on l'a aidé à scaler, dans le sens où on l'a aidé à intégrer un nouveau métier qui avait de plus fortes marges. On l'a aidé à se développer à l'international, notamment il a ouvert un bureau en Chine et puis il a conclu différents partenariats avec certains des GAFAM et on l'a aidé à structurer la société parce qu'au début c'était une société qui avait une quinzaine de personnes.
Quand on est sorti, il y avait une 50aine de personnes. Donc, on gère pas quand on est entrepreneur. Quand on est solo entrepreneur, on gère pas la croissance de la même façon et sa société de la même façon quand on est 10 ou 50. Et donc, typiquement, mettre en place, renforcer une fonction finance, mettre en place un COMEX, mettre en place du middle management, c'est pas mal de sujets sur lesquels nous, on a l'habitude de travailler et qui ont permis à la société de croître tout en gardant un bon contrôle et notamment un bon contrôle, on le voit sur les chiffres, de sa rentabilité. Au bout de 4 ans, le dirigeant, on était passé de 3 à 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on a eu une belle croissance. On était structurellement rentable. Et le dirigeant s'est dit, je compte accélérer, donc je vais prendre un banquier d'affaires et puis je vais aller voir le marché. Et l'optique qu'il avait, c'était plutôt de lever des fonds. Seulement, la société avait tellement de croissance et était en capacité de générer plusieurs millions d'EBITDA en année 5, qu'au moment du process, on a été préempté par un fonds de LBO. Et donc, on a construit un LBO. Et je pense que c'est un bon exemple parce qu'on voit, il y a la logique d'innovation, il y a la logique de développement international, il y a la logique de croissance très rapide, mais maîtrisée, et la logique de rentabilité. Et cette logique de rentabilité, on parlait du VC tout à l'heure et les portes de sortie du VC, pour les sociétés qui n'ont pas connu la rentabilité, il y en a deux. Il y a la cotation en bourse, l'IPO. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais aujourd'hui, c'est compliqué d'aller en bourse, surtout quand on n'est pas rentable et le marché est très complexe sur les IPO. Ou il y a vendre à un stratégique, à un gros acteur qui se dit je vais acquérir cette jeune société. Et le fait de pouvoir cibler des sociétés rentables, comme là le projet Precious, donc on a pris un nom de code pour pas tout dévoiler. Le fait d'avoir une société qui structurellement est en capacité de générer plusieurs millions d'EBITDA, ça nous permet d'avoir une autre porte de sortie. Et donc, ça nous permet de pouvoir s'adresser à ce qui représente aujourd'hui 75% de l'industrie financière, c'est-à-dire les fonds de LBO. Et donc, ça, c'est absolument clé. Et par rapport à ça, Benjamin, c'est intéressant ce que tu dis. Ça va être quoi qu'est-ce qui fait que cette entreprise était prête pour le LBO à ce moment-là? C'est quoi les critères? Alors, les critères qui font qu'elle est prête pour le LBO, c'est typiquement un critère de structuration, donc de bonne maîtrise de la fonction finance, bonne maîtrise de reporting, bonne maîtrise de son financement, structuration de l'entreprise avec un middle management, et en gros, on n'est plus sur un one-man show ou un two-man show de deux entrepreneurs qui tiennent leur entreprise, et typiquement, on a structuré des équipes qui ont un bon degré d'autonomie. Donc ça, c'est d'un point de vue organisationnel. Et d'un point de vue financier, ce qui fait qu'on est prêt pour le LBO, un modèle LBO, c'est un mot complexe, mais c'est assez simple. Un modèle LBO, c'est je vais mettre de la dette et je vais voir si la génération de cash flow de l'entreprise, elle est suffisante pour rembourser la dette. Ça, c'est le premier levier qui fait qu'on fait du rendement sur un LBO. Après, il y a d'autres leviers est-ce qu'on arrive à faire grossir les EBITDA par croissance organique, par croissance externe? Est-ce qu'on arrive à avoir des multiproductifs? Est-ce qu'on achète pas trop cher et qu'on arrive à revendre cher? Donc, il y a d'autres leviers sur LBO, mais en gros, pour être un candidat à LBO, il faut arriver à convaincre le fonds de LBO que la rentabilité, elle est structurelle, que la rentabilité, elle a voie à croître et qu'on va pouvoir rembourser la dette d'acquisition. Ça, c'est la condition sine qua non. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Mais en tout cas, si on n'arrive pas à faire ça, on n'est pas un candidat pour un LBO. Et donc, cette société, elle a montré une belle trajectoire de croissance, une rentabilité structurelle, un potentiel de développement qui était très fort parce qu'on était sur un marché mondial qui était un marché de produits culturels très, très répandu. Et donc, cette sortie en LBO, elle nous a permis de matérialiser. Alors, nos investissements, ils représentent toujours un risque de perte en capital, je tiens quand même à le dire. La performance, elle préjuge pas, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, évidemment. Mais sur ce cas de figure, typiquement, en un peu moins de 4 ans, on a fait un multiple de 7,5 fois et un TRI de 115%. Donc, un rendement annualisé de 115%. Non, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, juste pour finir sur ce cas-là qui est hyper intéressant, donc cette entreprise-là, elle aurait pu se refinancer par voie d'augmentation de capital classique. Mais c'est en cours de route que le LBO est apparu comme une solution plus intéressante. Quand on est parti, on s'est dit, en fait, on veut lever des fonds pour pouvoir faire de la croissance externe. Ce que permet aussi de faire le LBO, mais on veut lever des fonds.
Le dirigeant, il avait le contrôle, nous, on était investisseurs minoritaires, et on se disait, voilà, on a réussi à passer de 3 à quasiment une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Le marché est là, la société elle était connue sur son marché. On pouvait se dire qu'on avait l'ambition d'aller à 50, 100 millions de chiffre d'affaires en étant structurellement rentable. Et pour ça, il fallait plus de moyens. Donc, l'idée originale, c'était de dire on va lever des fonds. Sauf que quand on a des beaux candidats, comme cette société, on peut lever des fonds, mais quand on est rentable, on attire évidemment les gros poissons et on attire, encore une fois, hein, c'est 72% de l'industrie du capital investissement, c'est des fonds de LBO. Donc, évidemment, quand vous prenez un banquier d'affaires, et le banquier d'affaires se dit, OK, j'ai un actif qui fait 17% d'EBITDA, 18 millions, qui a une très belle trajectoire de croissance, et je vais réussir à convaincre un investisseur que cette trajectoire, elle n'est pas près d'être terminée. Typiquement, les fonds de LBO, ils peuvent être intéressants. Et typiquement, pour un entrepreneur, c'est pas la même chose de lever 15 millions et donc de repartir sur un cycle de 5 ans en disant j'ai pas fait de cash out, j'ai pas matérialisé du patrimoine, j'ai pas réalisé du patrimoine. C'est pas la même chose de faire ça pour un entrepreneur ou de faire du cash out et de rester incentivé au capital de son entreprise. Donc voilà, l'histoire est belle. Moi personnellement, j'aurais été content de pouvoir rester encore quelques années parce que je pense que je sais que c'est une société qui est encore allée plus loin que ça. Mais voilà, quand on nous propose de faire un multiple de 7,5 fois et un TRI de plus de 100%, notre métier c'est aussi de rendre l'argent à nos investisseurs et donc on peut pas refuser. C'est sûr. Donc pour conclure sur la partie conjuguer croissance et rentabilité, à notre sens, ce couple, ce binôme, il est clé et il a 5 vertus. La première vertu, c'est ce qu'on appelle optimiser le couple risque-rendement. Quand on investit, il y a un niveau de risque. Quand on est en capital risque, on va, comme tu l'as dit, sans doute parier sur l'explosion d'une participation et puis statistiquement, cette participation fera en sorte que le reste qui fonctionne peut-être moins bien soit amorti par cette surperformance. Quand on va regarder des fonds de LBO, on va avoir beaucoup moins un écart type de performance qui est beaucoup plus resserré. Donc typiquement, nous sur la partie conjuguée croissance et rentabilité, à notre sens, ça optimise le couple risque-rendement parce que le rendement il va être optimisé parce qu'on va regarder du gros potentiel de croissance, mais le risque il va être géré dans la mesure où on va gérer le risque de défaut puisque les sociétés sont pérennes, sont rentables et ne sont pas dépendantes d'un investisseur pour continuer à payer les salaires et continuer à opérer. La deuxième vertu, c'est que elle est absolument clé, c'est qu'elle va garantir l'indépendance dans la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises par le management, de concert avec ses actionnaires, elles ne sont pas liées à un agenda financier. Typiquement, dans le monde qu'on a décrit, le monde du VC et des chasseurs de licornes, l'agenda, il était de toute façon, on va lever tous les 18 mois. Et donc, dès qu'on lève, on prépare la prochaine levée. Et pour préparer la prochaine levée, il faut donner de la croissance, coûte que coûte, quelle que soit l'équation économique et quel que soit le niveau de rentabilité. Et là, quand on est dans ce cas de figure-là, on se met dans la main de partenaires financiers externes et on ne se donne pas de temps. Ce qui est important quand on conjugue la croissance et la rentabilité, c'est que les décisions, elles vont être prises en se donnant du temps, en se donnant le temps que les projets d'investissement qu'on fait, ils puissent se développer et ils puissent connaître un essor. Et les décisions stratégiques qui sont prises par le management, elles ne sont pas dictées par le fond. Elles sont dictées par l'intérêt et la stratégie de l'entreprise. Et ça, pour nous, c'est un gage de succès parce que on met pas les choses à l'envers. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui doit nécessairement répondre aux impératifs d'un fonds. C'est le fonds qui doit répondre aux besoins de l'entrepreneur. Donc ça, c'est absolument clé. Et je pense que c'est un correctif de marché que beaucoup d'entrepreneurs peuvent connaître maintenant. Mais il y a pu y avoir on voit beaucoup de sociétés aujourd'hui qui ont des difficultés. Et je pense qu'une partie de ces difficultés, ça a été de trop suivre l'agenda des fonds que les fonds ont imposé aux entrepreneurs. La troisième vertu, c'est permettre une variété dans les options, une variété d'options dans les stratégies de financement. Comme on l'a dit, il y a une panoplie dans l'investissement en capital qui va du venture au LBO, en passant par le gros. Être rentable, ça permet aussi d'avoir d'autres financements. Quand vous êtes une société qui n'est pas rentable,
vous pouvez aller chercher un peu de levier par rapport à une levée de fonds, mais vous êtes structurellement pas bancarisable. Et donc, être rentable, ça permet aussi d'aller voir son banquier, ce qui coûte moins cher que du capital, et de structurer des financements bancaires ou des financements non dilutifs. C'est aussi, point très important, quatrième vertu, se donner les moyens de mieux contrôler son capital et sa gouvernance. Typiquement, quand on est dans une logique pure VC et qu'on lève les fonds tous les 18 mois, en fait, les premiers investisseurs, ceux qui ont pris le plus gros risque, ils vont se faire écraser en termes de dilution et en termes de gouvernance par les plus gros investisseurs suivants. Parce qu'ils en ont besoin pour survivre. Les sociétés qu'on regarde, et le projet Precious que j'ai présenté juste avant, c'est un bon exemple, elle a fait un tour et elle a fait un LBO, elle a fait son exit. On n'est pas obligé de se diluer. Quand on est une société rentable, on peut décider de lever des fonds, on peut décider de ne pas lever des fonds, on peut décider de construire une gouvernance sur le moyen long terme et pas de se dire tous les 18 mois, je vais devoir faire venir 1, 2, 3, 4 nouveaux fonds qui ont des exigences diverses et variées, qui ont des formats de reporting divers et variés, qui ont des horizons d'investissement pas nécessairement concordants. Et donc, un entrepreneur qui va systématiquement, de manière systématique, lever des fonds, il va passer plus de temps, 1, à lever ses fonds, et 2, à gérer son board et ses actionnaires. Et donc, en fait, le cœur de son métier, il l'a perdu. Le cœur de son métier, c'est de diriger son entreprise. Et donc, c'est absolument clé pour les entrepreneurs de se donner les moyens de contrôler leur capital et leur gouvernance et de contrôler la dilution. Ça soit pour les entrepreneurs, d'ailleurs, ou pour les premiers investisseurs. Nous, quand on est investisseur sur un premier tour, on accueille évidemment avec plaisir des collègues pour des bonnes raisons, mais dans certains cas de figure, on se dit que c'est beaucoup plus simple d'être 1 ou 2 fonds préexistants qui ont suivi de manière historique la société et de maintenir une bonne tenue de la table de capitalisation. Et enfin, et je l'ai mentionné sur la slide précédente, ça permet d'optimiser les pistes de sortie en termes de timing. En termes de timing, si on est rentable, on n'est pas obligé de sortir à un mauvais moment où les valorisations souffrent, où le momentum de marché est pas là, où on est en attente de signer un gros contrat, et on se dit qu'on va attendre de signer ce gros contrat pour aller vendre la société parce que c'est ce qui va nous permettre de bien la valoriser. Et en termes de contrepartie, j'ai mentionné, on n'est pas uniquement sur vendre à un stratégique, on va être aussi vendre en LBO. Et donc, la conjugaison de la croissance et de la rentabilité, pour nous, c'est une stratégie optimale pour faire combiner les vertus du venture, parce que je t'ai entendu beaucoup critiquer le venture, Samy, mais il y a des vertus dans le venture. Il y a la vertu de création d'emplois, il y a la vertu de croissance, il y a la vertu de financement de l'innovation. Donc, il y a de la vertu dans le venture. Et donc, nous, on croit à ces vertus d'innovation. Et ça permet de conjuguer ces vertus-là avec des vertus d'un bon sens financier et du fait de se dire qu'un compte de résultat, qu'une entreprise in fine, ça doit être pérenne, ça doit être autofinancé et qu'un entrepreneur ne doit pas se gratter la tête pour savoir comment il doit payer les salaires en fin de mois. Ça, c'est absolument clé. Non, on est 100% d'accord. Moi, ce que je critique surtout, enfin ce que j'ai pu critiquer sur les années 2021, et ça vous devez le voir, c'est des entreprises, parce que le tour était compétitif, se retrouvent avec des valorisations qu'elles ne peuvent pas assumer. Oui. Et derrière, soit il faut revendre à la casse, soit il faut accepter de passer par d'autres acteurs qui structurellement sont câblés différemment, donc ne vont pas payer ce type de multiples. Oui. Et ça crée des histoires alors que le produit est bien. Moi, je connais des gens qui ont des produits top, des entreprises top avec une belle ambiance. Ça casse la dynamique. Toutes les personnes qui ont des parts, elles voient leur rêve complètement voler en éclats. Il faut licencier. Et une belle histoire qui a bien commencé avec une belle traction peut se retrouver à la poubelle juste parce que certains fonds ont surhypé la... Mais bon, c'est le propre d'une bulle. Ça arrive tous les 15 ans. C'est d'une bulle, c'est un contexte où on avait de l'argent gratuit. Aujourd'hui, l'argent n'est plus gratuit. Et donc, forcément, c'est en effet la bulle a éclaté. Et je partage ta tristesse sur il y a des entrepreneurs de talent qui se sont un peu laissés prendre par le système aussi, je pense. Après, on ne va pas leur jeter la pierre. Si quelqu'un est heureux de te valoriser 100 millions, c'est difficile de dire non, merci, j'en prendrai que 50. Bien sûr, mais intrinsèquement, le succès d'une entreprise ne doit pas se mesurer au montant levé. Le succès d'une entreprise, c'est autre chose. C'est la satisfaction des clients, c'est sa capacité à servir un besoin réel de marché,
c'est sa capacité en termes d'entreprise capitalistique à générer du profit pour pouvoir continuer à payer les salaires, pour pouvoir embaucher de nouveaux collaborateurs. Donc, le succès d'une entreprise, il n'est pas uniquement de faire partie du club des licornes ou de pouvoir afficher des méga levées. C'est absolument clé. Effectivement. Bon, bah alors je te laisse présenter le fonds maintenant que tu nous as présenté le positionnement et la stratégie. Le fonds. Alors le fonds, donc il s'agit du fonds FPCI Élévation Grosse, qui est un fonds professionnel de capital investissement qui se positionne. Alors j'ai présenté les différents stades, donc je vais pas vous réexpliquer ces stades, mais il se positionne dans la partie la plus mature du capital croissance, donc la partie qui commence à rencontrer sa rentabilité, et la partie du capital développement, du gros, qui présente, à notre sens, le meilleur potentiel, puisqu'il a encore toute la courbe que je montrais tout à l'heure à gravir. C'est un fonds qui va cibler des sociétés qui font entre 3 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, au sens assez large. Alors, on peut regarder les différents business models, mais c'est pas la même chose. Un éditeur de logiciels SaaS qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires versus une place de marché qui va faire plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. On va se laisser le champ. En gros, on va financer de la start-up ou de la PME qui a déjà matérialisé un certain niveau de chiffre d'affaires, qui a matérialisé un certain niveau de croissance, puisqu'en moyenne, on ne va pas faire des sociétés qui font moins de 25% en moyenne par an sur les 3 dernières années. Et je ne vais pas vous surprendre en disant qu'on va financer exclusivement des sociétés qui sont rentables. Et quand je parle de rentabilité, c'est avec une philosophie très puriste, comme j'ai pu l'exprimer, de la rentabilité, retraitée de tous artifices comptables, retraitée de toutes analyses normatives. Le fonds, il va principalement investir dans les sociétés qui ont un ancrage en France, parce qu'on est une société de gestion française. Après, la plupart des sociétés qu'on finance se développent ou se sont déjà développées à l'international, que ce soit en Europe, sur des pays adjacents, voire dans le monde. Et c'est un fonds qui va investir dans une variété de secteurs pour 2 raisons. La première raison, c'est déjà en diversification du risque. On aime bien les aspects thématiques, mais la partie généraliste sur l'innovation, on pense qu'il y a de l'innovation partout et ça permet de gérer certains contre-coups de marché. Et aussi, on pense que on a beaucoup parlé des entrepreneurs. Je pense qu'une stratégie, c'est important. Je pense qu'un entrepreneur, c'est absolument clé. Et je pense surtout que la capacité d'un entrepreneur à exécuter sa stratégie sur un marché donné, c'est ça qui fait le succès d'une entreprise. Et donc, à notre sens, quel que soit le marché, on peut avoir des marchés chahutés où, par le talent des entrepreneurs, on a des entreprises qui peuvent croître sur des marchés qui sont en décroissance, parce qu'ils sont en capacité d'innover, parce qu'ils sont su différenciés. Et donc, à notre sens, on va regarder tout type de secteur. Il y a certains secteurs qu'on va pas faire, déjà pour des raisons pratiques. Moi, j'ai une formation d'école de commerce, je suis pas docteur en physique nucléaire ou en biologie moléculaire, et donc tout ce que je ne comprends pas, on va pas investir dedans. Et donc typiquement, on va pas investir dans les biotech, déjà parce que je ne comprends pas. Et ça ne veut pas dire que investir en biotech c'est pas bien, mais nous on ne sait pas le faire. Et aussi parce que typiquement une biotech, ça va avoir des cycles de financement qui ne correspondent pas à notre stratégie. Sur une biotech, on va investir en année 1, puis on va attendre l'année 5 ou l'année 7 pour pouvoir sortir le produit. Et donc pendant 5 ans, 7 ans, on va devoir brûler du cash et ne pas être rentable. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais en tout cas nous, ça ne correspond pas à notre stratégie. Et ce fonds-là, il va regarder des opérations de premier, deuxième, éventuellement tour suivant, sur des tickets unitaires de 3 à 10 millions en minoritaire. Donc, on est actionnaire, on vient injecter des moyens supplémentaires pour les entreprises en tant que minoritaire. Donc, ça, c'est du cash-in. En tant que minoritaire, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le contrôle de l'entreprise. Pour autant, quand on investit dans une société, on va systématiquement mettre des pactes d'associés. Et systématiquement dans ces pactes, on va avoir deux grandes familles de dispositions qu'on va mettre en place. On va avoir des dispositions qui ont trait à la gouvernance, donc on va accompagner les dirigeants de manière constructive, mais on va aussi avoir des droits de veto dans des boards sur les décisions clés des entreprises, qui est un bon garde-fou pour savoir que l'argent qu'on met à disposition des entrepreneurs
est utilisé à dessein et sur la base d'un business plan qu'on a construit avec eux. Et on va avoir des clauses sur la liquidité qui nous permet soit, de par une liquidité préférentielle, d'être servi en premier sur les premiers euros de produits de cession, et des clauses de liquidité renforcées qui nous permettent, à un horizon de 5-7 ans, de prendre la main et de pouvoir prendre un mandat de vente sur 100% des titres. Parce qu'il n'y a rien de plus illiquide dans le monde de l'investissement qu'une société non cotée dans laquelle on est minoritaire. Il n'y a rien de plus illiquide. Si on a 50% du capital, on peut entraîner les autres actionnaires. Si on a 25% du capital d'une société qui est non cotée, il n'y a pas de liquidité. Et donc pour nous, c'est absolument clé. Ce positionnement minoritaire, on arrive à le gérer par les deux grandes familles de dispositions contractuelles que j'ai décrites, des dispositions sur la gouvernance et des dispositions sur la liquidité. C'est un fonds qui a une équipe d'investissement dédiée. Donc je me suis présenté, j'ai présenté mon cofondateur Julien Hugo, qui lui a un profil d'entrepreneur, puisqu'il avait monté une société qui s'appelle Vivasson, de 0 à plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'il a revendu, et il est passé de l'autre côté de la barrière. Et à côté de nous, on a deux personnes qui viennent du monde de l'entrepreneuriat et des levées de fonds. Alexis, qui a travaillé de nombreuses années en tant que conseil M&A sur des levées de fonds du seed à la série A et des deals de revente. Et Antoine, qui nous a rejoint en tant que stagiaire initialement, et puis qui a travaillé, qui est ingénieur de formation et qui a travaillé sur pas mal de nos deal tech. L'accompagnement qu'on a, donc on travaille toujours, tous nos dossiers sont faits en binôme et sont suivis en binôme, parce que c'est important de ne pas être seul quand on doit réfléchir et échanger. Et on va avoir un accompagnement des dirigeants qu'on finance. Je parlais des droits de veto et de la notion de contrôle, elle est vraie. Après, si on veut créer de la valeur, c'est important d'avoir un suivi qui est bienveillant, qui est attentif et qui est rigoureux. Donc, on va avoir un suivi sur de l'accompagnement périodique, hebdomadaire, mensuel, sur la croissance organique, challenger les entrepreneurs sur leur stratégie de produits, leur stratégie commerciale, leur développement, la participation à des recrutements clés, la structuration financière, la mise en place d'outils de gestion, de budget, de reporting. On va les accompagner sur la notion ESG qui est importante pour nous. C'est un fonds qui est article 8 au sens de SFDR. Donc, on va en amont faire une analyse ESG de la société. On va mettre en place des indicateurs. On va suivre chaque année l'évolution de ces indicateurs. Et cette dimension ESG, elle est clé à deux égards pour nous. Le premier, c'est par conviction, parce que moi, je suis père de 2 filles et j'espère que je leur lèguerai une planète qui est au moins aussi bien que celle dans laquelle on vit, voire mieux. Et donc ça, c'est vraiment une conviction forte. Et puis on a d'autres projets dans la société de gestion où on soutient des associations dans l'insertion professionnelle, etc. Donc cette dimension, elle est clé pour nous. Elle est clé aussi d'un point de vue pragmatique. Aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire qui vient dans l'industrie financière et on le regarde avec un œil très favorable. Et je pense que dans 5 ans, dans 7 ans, quand on sera amené à vendre nos sociétés, le fait d'avoir pu les faire progresser sur une trajectoire extra-financière, ça nous permettra aussi de bien les valoriser. Et donc, il y a un œil philosophique, il y a un œil capitaliste dans cette dimension. Enfin, l'accompagnement, il va être sur des croissances externes. On l'a vu, on va regarder les sociétés qui ont une bonne dynamique de croissance organique. Pour autant, sur le portefeuille, on a financé une 30aine de sociétés, on a fait une dizaine de croissances externes. Et donc ça, on peut les accompagner. C'est vraiment le cœur de notre métier et de nos compétences, c'est les accompagner sur l'identification de cibles, le rationnel d'acquisition, l'analyse, la négociation et l'intégration. Et enfin, on va les accompagner sur tout ce qui est tour suivant quand il y en a ou préparation à la sortie. Très clair. On parlait du track record. Moi, je parlais beaucoup de rentabilité, qui est un bon indicateur pour mesurer la pertinence d'un entrepreneur à nos yeux. Un investisseur, on va regarder son track record, et son track record, c'est simple, hein, c'est combien il a investi, combien il a réussi à vendre. Et donc, nous, on a fait une 30aine d'investissements depuis 9 ans.
Le point qui est clé pour nous, c'est qu'on a 0 défaut. On a 0 société qui est en défaut. Ça veut dire qu'on n'a pas des sociétés qui sont on a des sociétés qui ont pu connaître certaines difficultés au moment du Covid, au moment de la crise ukrainienne. On les a accompagnés, on les a aidés à se restructurer, mais on n'a aucune société qui est partie au tapis. Et ça nous différencie de manière très claire par rapport à un fonds de venture. Un fonds de venture, je disais tout à l'heure, il va regarder son portefeuille, il va faire une quinzaine d'investissements, il y en a 1 ou 2 qui vont faire la perf, et puis alors la moitié du portefeuille, s'ils partent au tapis, c'est pas si grave parce que la perf, elle aura été faite par 1 ou 2 investissements. Nous, on a à cœur de faire 0 défaut, et à date, sur la trentaine d'investissements, on n'a aucune société qui a été en défaut. À date, on a fait 7 exits pour un multiple moyen brut de 4,7 fois, ce qui correspond à un TRI brut de 73,3%. Et je parlais tout à l'heure d'optimiser les portes de sortie. Quand on regarde, on a, en termes de sessions, on a une grosse moitié de sessions qui sont des sessions stratégiques. On a vendu une société à SAP, on a vendu une société à Nexity. Et on a une petite moitié qui sont des sessions financières, donc on a revendu dans le cadre de LBO. Et quand on regarde la distribution de nos multiples d'investissement, on se rend compte qu'on a près de 80% de nos sorties qui sont entre 2 et 10 fois. Donc, on n'a pas une société qui va faire la perf, mais au global, on va viser les multiples dont on parle. Et tout à l'heure, tu me parlais aussi d'un chiffre assez intéressant, c'est la sélectivité dans le process. Parce que pour avoir un deal flow de cette qualité et avoir ce track record-là, il faut normalement être très sélectif. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur cet aspect-là? Oui, bien sûr. Alors, le deal flow, c'est le nerf de la guerre pour un investisseur. Donc, nous, on va avoir trois grandes catégories de deal flow. La première catégorie, c'est un must-have. On est une société de gestion à Paris. On est connecté à près de 200 leveurs, banquiers d'affaires, conseils, avocats. Et ça va nous amener du flux sur notre deal flow. Près de 2 tiers de notre deal flow, c'est des dossiers qui ont pris la peine de prendre un leveur de fonds, qui ont pris la peine de prendre un banquier d'affaires et qui va les accompagner. Donc ça représente 2 tiers de notre deal flow et une grosse moitié de nos investissements. On va avoir 2 canaux qui sont propriétaires. Le premier canal propriétaire, c'est les sociétés dans lesquelles on a fait un premier tour et qui ont besoin éventuellement de faire un deuxième ou un troisième tour, qu'on va accompagner pour des bonnes raisons. Donc, on ne va pas faire notre liquidité, mais on va remettre une pièce dans la machine et on va se dire, OK, on a atteint un palier et on va continuer à soutenir la croissance de l'entreprise pour poursuivre cette belle histoire. Et le troisième canal, c'est toujours, encore une fois, c'est un canal qui est propriétaire, qui va être soit de la recommandation d'entrepreneurs qu'on a financés, qui vont nous présenter leurs amis, soit chaque année, on va définir un marché, une verticale de marché, et on va le travailler de manière chasseur. Donc, on va essayer de se convaincre que ce marché est bien. Typiquement, en 2015, on avait identifié le marché du coworking comme un marché qui allait disrupter l'usage et la consommation de bureaux. Alors, on n'avait pas identifié WeWork. On avait identifié une société qui s'appelle Morning en 2015. Et puis, on a discuté avec le dirigeant pendant 2-3 ans. Et puis, on lui a montré qu'on pouvait lui apporter un accompagnement stratégique. Puis, en 2017, il avait battu son budget les 2 années précédentes. Donc, il nous avait montré qu'il était en capacité d'être en croissance, il était structurellement rentable et à ce moment-là, il nous a dit j'aimerais lever des fonds. Et on a investi et le deal était pré-packagé. Donc ça, c'est un deal flow qui prend beaucoup de temps, mais qui est très très qualitatif parce que il n'y a pas de meilleure due diligence, soit d'avoir financé le premier tour d'un actif et de continuer à le financer pour des bonnes raisons, soit de connaître quelqu'un pendant 2-3 ans et de continuer. Pour revenir sur je n'ai pas eu track record. Le fonds FPC Élévation Grosse qui s'appuie donc sur cette stratégie. Aujourd'hui, il a un investissement qui est réalisé et 2 investissements qui devraient être conclus dans les prochaines semaines. Je vais en parler rapidement, mais le premier investissement, c'est un excellent exemple. C'est une société qui s'appelle MyLight 150, qui est en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une société spécialisée dans l'autoconsommation solaire optimisée. Donc, qui est une société qui
qui frôle avec le 100 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Nous, quand on est rentré la première fois en 2016, elle faisait un peu moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc elle a fait quasiment x10 en termes de croissance, en étant structurellement rentable. On était premier investisseur. Il y a eu une opération qui a été faite en fin d'année dernière avec de très beaux fonds, Andera, Eiffel Investment Group et Azora, un fonds espagnol, sur une levée de 100 millions sur lequel on a participé avec ce fonds, principalement pour faire du cash-in et mettre à disposition des dirigeants des moyens pour continuer à accélérer et aller chercher, on espère, plusieurs centaines, voire le milliard de chiffre d'affaires. À côté de ça, on a deux dossiers. Alors, on a mis les noms de code. On a une société qui est nom de code Bliss, qui est basée en Île-de-France, qui est un acteur dans le monde du voyage, B2B, B2C, qui a un prisme innovant sur l'acquisition client, qui a un positionnement phygital, donc à la fois des agences et qui est en capacité de gérer online des demandes des clients sur du voyage très très haut de gamme. Société qui a multiplié par 10 son chiffre d'affaires entre 2020 et 2023 et qui génère 1 million d'EBITDA, donc qui est structurellement rentable, sur lequel on va lui donner les moyens de continuer cette croissance. Et enfin, dernière société qui s'appelle nom de code GoldenEye, qui est dans le secteur de l'ophtalmologie, qui en moins de 3 ans a su consolider une présence dans des régions qui ne sont pas bien desservies par les ophtalmologues, qui a su innover sur des filières de recrutement sur l'ophtalmologie et qui a su matérialiser près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en run rate sur une petite dizaine de centres qui sont aujourd'hui en opération, qui est structurellement rentable et sur lequel on va mettre un ticket pour lui permettre de continuer à croître sur ce marché. Donc ça, c'est pour vous donner un peu la couleur du portefeuille du fonds, qui va cibler une douzaine de participations. C'est un fonds sur lequel notre montant cible, c'est 100 millions de collectes. Le groupe, donc l'équipe de gestion dont je fais partie et les actionnaires du groupe ont mis 1 million pour montrer l'alignement d'intérêt, pour montrer qu'on croit à l'objectif de rendement de ce fonds-là. L'objectif de rendement, il est de 15% net de frais, net de caride, ce qui correspond plus ou moins à un multiple de 2,5 fois net, sur un horizon d'investissement qui nous amène à 2031. Et c'est un fonds qui sera principalement investi en actions, puisqu'il répond à une contrainte qui parle à certains entrepreneurs, qui est le réinvestissement dans le cadre de l'apport cession du 150 obétaire. Donc, c'est un fonds qui remplit les conditions du réinvestissement dans le cadre de l'apport cession. C'est un fonds professionnel de capital investissement, donc avec un ticket minimum de 100 000 euros en tant qu'investisseur averti, sauf cas dérogatoire, qui bénéficie en contrepartie d'une durée de blocage, d'une fiscalité préférentielle, puisqu'on va avoir, c'est un fonds qui a quota fiscal, donc qui a une exonération pour les personnes physiques de l'impôt sur le revenu sur les plus-values et un taux d'IS réduit pour les personnes morales investisseurs sur les plus-values. Donc ça, c'est en contrepartie d'une durée de blocage, mais qui correspond à un peu moins notre durée d'investissement et une durée de blocage de 5 ans. Donc voilà, l'objectif de rendement, il est de 15% en contrepartie évidemment d'un risque de perte en capital, mais quand on regarde le track record qu'on a su construire et le dynamisme du portefeuille, on est confiant sur cet objectif. Non, mais c'est hyper clair. Peut-être des petites questions, parce que là, je vois qu'on a dépassé le temps. Donc, j'ai vu les petites questions qui passaient et je vais essayer de faire un petit medley rapide. Mais donc, juste pour la partie logistique, c'est les 100 000 euros, c'est par appel de fonds ou c'est un seul virement? Alors, on a différents types de parts. On a des parts au-dessus de 500 000 euros où il y a par appel successif. Et les parts entre 100 000 et 500 000 euros sont en appel immédiat. Ok, très bien. Bon, la partie fiscale, pour le coup, souvent à la fin, il y a des questions de ce type, mais là, cette page, elle fait un très très bon résumé et je pense qu'on la fera circuler pour les. J'ai été bavard, j'ai peut-être présenté des questions. Hein. Ouais, alors beaucoup. Je pense que moi, pour en avoir fait quelques-uns, je connais à peu près les questions qui vont arriver
à la fin, mais là, tu en as couvert une grosse partie. Aussi, une question que j'ai vue avant de clôturer qui est assez intéressante, c'est souvent les gens, ils aiment bien savoir est-ce que, et si c'est le cas, pourquoi est-ce que c'est un bon moment d'investir dans ce type de fonds. Donc, moi, j'ai ma petite idée, j'en ai parlé au début. Et surtout, une question spécifique qui est, alors je sais que c'est pas comparable, mais dans un environnement où on parle beaucoup de secondaire, où là, on vient capitaliser sur, pas des erreurs, mais bon, ce qui s'est passé avant et acheter des boîtes à haut potentiel moins cher, c'est aussi ce que fait le gros rentable, c'est-à-dire essayer de préparer des entreprises pour le step d'après. Toi, comment est-ce que tu le vois aujourd'hui dans le monde du private equity? Les bonnes occasions, elles sont où? Alors, typiquement, le secondaire, c'est un thème de marché qui est absolument qui a une grosse résonance en ce moment. Nous, chez Élévation, sur la partie fonds de fonds, on le traite parce qu'on investit dans les fonds secondaires, donc on connaît bien cette dynamique. Mais je vais répondre à ta question avant sur est-ce que c'est le bon moment d'investir. Est-ce que c'est le bon moment d'investir? Enfin, moi, je pense que c'est toujours le bon moment d'investir sur des stratégies qu'on comprend. Nous, cette stratégie, on l'opère depuis 9 ans. On ne s'est pas réinventé avec l'explosion de la bulle. On ne s'est pas réinventé de venture capitaliste à investisseur en grosse. Donc, cette stratégie, elle est éprouvée. Elle fait partie de notre ADN, de notre logiciel. Et on a construit toute notre politique d'investissement sur cette stratégie. C'est un bon moment au demeurant pour investir parce qu'en effet, il y a 3 ans, quand on regardait les dossiers, très souvent, les dossiers, ils étaient préemptés très rapidement par des fonds sur des valorisations qui nous semblaient lunaires et il fallait s'aligner ou pas s'aligner. La plupart du temps, enfin même quasi systématiquement, on ne s'est pas aligné. Et donc, on a suivi notre bonhomme de chemin sur notre stratégie. Aujourd'hui, on est revenu à un contexte de marché qui a du bon sens économique. L'argent, c'est normal que ça a un coût. C'est pas normal que les taux d'intérêt soient négatifs d'un point de vue économique. Donc aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont plus négatifs. On a une exigence de rentabilité, une exigence d'excellence. Mais ce qui fait que quand on est à l'achat aujourd'hui en tant qu'investisseur, on arrive à optimiser nos conditions d'entrée. Nous, historiquement, c'est une stat que je n'ai pas mentionnée, mais historiquement, quand on rentre, on se rend compte par rapport au stade de marché qu'on arrive à payer près de 2,5 fois moins cher les valorisations pré-money à l'entrée, par de l'alignement d'intérêt, par de la proximité qu'on arrive à créer avec les dirigeants, par des clauses qui sont founders friendly. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un bon moment d'investir parce que on a toujours une bonne dynamique d'innovation. On a des sociétés qui ont des belles propositions de valeur et qui arrivent à innover sur des marchés. Et pour autant qu'on arrive dans lesquels on arrive à investir dans des conditions favorables parce que le marché, la bulle est redescendue. Sur l'aspect du fonds secondaire et des transactions secondaires, on voit que c'est un marché qui va avoir beaucoup de répondants dans les années à venir parce qu'il va en effet bénéficier de certaines dérives qui ont pu être faites. Il va bénéficier aussi de tout le dry powder qui avait été déployé sur les années précédentes, et il en reste encore, mais de tout le dry powder qui avait été déployé sur les années précédentes et de nécessité de rendre de la liquidité à des investisseurs. Et donc, très clairement, quand on est en secondaire, le monde du secondaire, c'est un monde qui est très vaste aussi. On va avoir du GP stake, donc du rachat de lignes de participation, du LP-led, du rachat de parts de fonds. Donc, on pourrait, et je serais ravi de faire un webinaire avec une autre personne de chez Élévation qui est beaucoup plus calée que moi sur le secondaire. Mais c'est un marché qui est en ébullition, qui a beaucoup de répondants, qui a beaucoup d'attrait aujourd'hui et sur lequel il faut savoir naviguer parce que qui est très complexe. Super. Alors, j'ai aussi une question que je me posais aussi, donc je me permets de la poser. C'est une question un peu technique, mais c'est pour comprendre, enfin, un peu technique, un peu spéciale, mais qu'est-ce qui explique que certains fonds ont droit aux exonérations d'IR ou d'IS et d'autres non? C'est un statut, c'est les investissements qui sont fléchés, ça vient d'où? Alors, ça vient du code monétaire et financier. Donc, un fonds, c'est une copropriété de titres financiers
qui, s'il répond à certains critères, comme le quota fiscal, permet d'avoir une exonération ou une imposition optimisée sur les plus-values. Donc c'est j'ai plus la référence de l'article en tête, je suis désolé, mais c'est un article du CGI et du Code monétaire et financier qui permet, en gros, qui dit qu'au deuxième exercice, le fonds doit être investi à 50% des engagements libérés et en contrepartie d'une durée de détention de 5 ans, permet d'avoir cette exonération. Donc, tous les fonds n'ont pas le quota fiscal. Il y a certains fonds, typiquement le secondaire, on est sur des horizons d'investissement beaucoup plus courts, donc on ne va pas avoir des durées de blocage. Tous les fonds, quand on est en fonds de fonds, c'est plus complexe d'avoir le quota fiscal parce qu'on a moins la visibilité sur les sociétés qu'on investit, donc on ne sait pas si elles sont éligibles ou pas au quota fiscal. Un fonds qui a le quota fiscal, c'est un fonds qui investit, qui a une visibilité sur l'actif qu'il a, une bonne visibilité sur l'actif qu'il a en sous-jacent. Donc, nous, on sait que c'est des PME éligibles à l'IS et qui sont basés en France. On sait que les titres qu'on déploie dans ces sociétés, ils correspondent aux critères du quota fiscal. Et on sait que l'horizon d'investissement et la durée de blocage fait que on détiendra à minima pendant 2 ans les sociétés investies par le fonds et que nos porteurs de parts détiendront pendant 5 ans leur part de fonds, ce qui leur permettrait de bénéficier de cette exonération. Super. Et notamment, Samy, je complète, pour la partie personne morale, c'est un réel avantage parce que c'est vrai que nos confrères n'ont pas toujours aussi le quota fiscal. Et il faut imaginer qu'une PM, elle doit payer de la plus-value latente sur quelque chose qu'elle n'a pas touché. Absolument. C'est un bon point. C'est un bon point. C'est un bon point. Top. Écoutez, merci beaucoup. Ça fait 1h20 qu'on discute. D'habitude, on finit plus tôt, mais ça veut dire aussi que c'était très intéressant. On a eu très très peu de drops. Donc, les gens qui étaient là au début sont restés tout le long du webinar. Ça témoigne de sa qualité. Donc, merci beaucoup pour tous ces éléments. Nous, bien sûr, de notre côté, ce qu'on fait comme à chaque fois, c'est le replay du webinar sera disponible sur les espaces investisseurs, sera relayé par mail. Et toutes les informations relatives au fonds sont à retrouver également au niveau de l'espace investisseur. Donc voilà, je vois plusieurs commentaires très intéressants, belle prestation. Donc bravo, c'était super intéressant. Moi aussi, je me suis laissé avoir. Merci. Désolé d'avoir été très bavard. Merci en tout cas à tous de votre attention et merci Samy pour tes questions très pertinentes. Et je te laisse conclure. Merci beaucoup. Non, mais j'avais fini. Merci à vous deux, donc Benjamin et Margot, d'avoir pris le temps de présenter le fonds et j'espère d'autres occasions de pouvoir échanger en webinar ou dans la vraie vie. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous.